Les papiers collés du Fusuma d'une pièce de 4 nattes et demi. Badinaje de Kimpu Sanjin. Cette année, alors que je triais mes livres pour les aérer, je découvris par hasard 2 ou 3 vieux manuscrits parmi la poussière des rebuts. Désirant oublier les ardeurs de l'été, je me mis à les transcrire proprement. Chemin faisant, je résolus de recopier également cette pièce d'écrit obscène, que j'ai nommée « La doublure du Fusuma », afin qu'elle devienne le sujet de mes rires face aux insomnies de ma vieillesse. Écrit à Azabu, le jour même où s'accomplissait la première année exacte depuis le grand séisme. En un certain lieu se trouvait une maison de rendez-vous, un machier, sur laquelle pendait, depuis fort longtemps et de biais, l'écriteau « Maison à vendre ». Située à l'origine dans une ruelle étroite, elle vit par la suite un côté de la rue s'élargir, de sorte que la voie principale devint visible depuis l'intérieur. Or, selon les règlements actuels qui régissent l'activité de ces maisons de passe, la rumeur courait qu'en cas de changement de propriétaire, l'autorisation d'exercer ne serait point accordée une seconde fois. Ainsi, bien que la demeure fût bâtie sans le moindre reproche, aucun acheteur ne se présentait. C'est alors que le chef de file des imbéciles, qui se nomme Kimpu Sanjin, passa par là sans y songer et jeta un regard à l'intérieur. Dès qu'il aperçut l'agencement de la maison et l'allure du petit jardin, il s'en éprit éperdument. Il en fit aussitôt l'acquisition. Au moment où il y mettait la main pour réparer ça et là, il découvrit, dans la pièce de 4 nattes et demi attenante à la maison principale par une véranda suspendue, que la doublure des Fusuma était entièrement tapissée de vieux papiers couverts d'une écriture menue. Se demandant de quel fragment de manuscrit il pouvait bien s'agir, Sanjin, dont l'œil est singulièrement aiguisé pour ces sortes de choses, arracha la brosse à eau des mains du colleur de papier. Tout en décollant les feuilles une à une, il se mit à les lire. De quelle plume ce badinage pouvait-il bien être l'œuvre? Le commencement a été déchiré et manque. Le penchant pour les plaisirs de la chair, dont la nature nous a dotés, ne s'éteint jamais, quel que soit l'âge. Depuis l'époque où je me plongeais dans la lecture des récits de courtisanes et des courtisans d'autrefois, et où je commençais par hasard à glisser sous l'ombre des lanternes sacrées des sanctuaires, combien d'années de rêves vains se sont écoulées. Les partenaires ont changé, tantôt nouvelles recrues, tantôt femmes mûres, tantôt jeunes filles, mais le cœur du maître de séant, lui, garde toujours ce même penchant insatiable. Bien que j'ai déjà franchi le seuil de la cinquantaine d'une année ou deux, le son de la cloche que j'entends à mon réveil, me faisant aussitôt chercher si elle vient d'Ueno ou d'Asakusa, m'entraîne à fredonner un air de courtisane. Il est bien déplorable que cela ne résonne nullement encore comme le rappel de l'impermanence de toute chose. Quelle incroyable folie. Quand j'y pense, vers l'âge de 20 ans, je me prenais volontiers pour le jeune maître de quelques romans sentimentales. Je me disais que les jeunes filles de 17 en manquaient d'intérêt, et j'allais jusqu'à formuler des vœux pour faire pleurer une femme de 10 ans mon aînée. En ce temps-là, lorsque je voyais des vieillards de 40 ou 50 ans s'adonner au plaisir, je me demandais quel genre de vieux satyre ils pouvaient être. Je pensais que si l'amour et la passion pouvaient être pardonnés comme des erreurs de jeunesse, il était en revanche inadmissible qu'à l'âge de la maturité et de la raison, on fît de la femme un jouet par la seule puissance de l'argent, sans éprouver la moindre honte. Pour ma part, vivant alors sous le toit paternel avec une bourse fort plate, je me répandais en vaines indignations et en lamentations patriotiques. Y repensant aujourd'hui, j'en éprouve autant de ridicule que de honte. Avant même qu'on ne s'en aperçoive, nous voilà tous devenus chauves, la peau ridée et la voix enrouée, rejoignant cette clique de compagnons qui apporte des exigences impossibles à la maîtresse de la maison de thé, en disant « Ne regardez pas la dépense, amenez-moi absolument cette fille ». Sans parler d'autrui, si je considère mon propre passé, la vingtaine n'était que pure déraison. Je pleurais alors à fendre l'âme, affirmant que je voulais mourir. Mais avec le temps, il n'en reste pas même un souvenir en rêve. Toutefois, dans la jeunesse, on s'attache généralement à une seule femme, accumulant les gages de fidélité comme si l'univers entier en dépendait, et l'on garde une dévotion jalouse. En somme, on est d'une gravité bien naïve en toute chose. Passé 25 ans, et atteignant la trentaine, la vanité grandit peu à peu. On commence à distinguer l'habitude de l'amour, la passion du caprice, et la coquetterie de la simple passade. On souhaite porter la main sur tout ce que l'on croise, l'esprit ne connaît plus de repos, on apporte un soin infini à ses vêtements et à ses manières, et l'on n'oublie jamais, en toutes circonstances, de paraître galant, fier et obstiné, ce qui évite de sombrer dans des bassesses trop misérables. Mais dès que résonne l'âge de 40 ans, l'impatience gagne du terrain et l'égoïsme devient ardent, au point que l'on se livre sans vergogne à des conduites viles, sans plus se soucier du qu'en dira-t-on ni des apparences, chose que l'on commence à pratiquer avec aplomb précisément à cet âge que l'on dit pourtant être celui de la maturité. La vieillesse, en vérité, ne flétrit pas seulement les traits du visage, elle enlaidit jusqu'à l'âme, et il n'y a rien à y faire. Quand le libertin vieillit ainsi, avant même d'être éconduit, son humeur ombrageuse prend vite le dessus. Il aligne des remarques acerbes et des ironies blessantes qu'il ferait mieux de taire, et s'il s'aperçoit qu'il est cruellement rejeté, il s'emporte avec puérilité, ou redouble d'obstination et de hardiesse, oubliant toute pudeur. S'il lui arrive par chance d'obtenir les faveurs d'une femme, il n'en éprouve aucune joie innocente, ou bien il regarde sa partenaire de haut avec mépris, ou bien il se demande si elle ne cache pas le dessein de lui arracher quelques présents, et il se met sur ses gardes pour protéger sa bourse. Cela n'a plus rien de gracieux. Sanjin dit, une feuille de papier s'arrête ici. Vers quelle feuillet la suite se dirige-t-elle? Ce passage s'achève-t-il ainsi? Quoi qu'il en soit, en lisant le fragment suivant, on demeure saisi d'effroi et de stupeur devant tant d'audace.
C'est un grand trouble pour le cœur d'un homme que de passer la première nuit avec une geisha ou une servante de maison de thé que l'on a convaincue par des paroles choisies. Cependant, si l'on interroge la femme par la suite, elle vous dira qu'au premier rendez-vous, ou lors de la seconde rencontre, on ne connaît point encore le caractère de l'autre, que les réserves sont nombreuses et que la véritable inclination ne se transmet pas. À cela seul, l'homme et la femme diffèrent. La femme désire s'attacher à un seul sans détour et s'éprendre profondément, tandis que l'homme souhaite la légèreté et l'étendue de ses conquêtes. Dès que la femme, connaissant le caractère de l'homme, commence à montrer quelque exigence, l'homme s'en lasse rapidement, non qu'il soit tout à fait rassasié, mais la nouveauté s'estompe, il ne la traite plus avec les mêmes prévenances qu'au début, et c'est de là que naissent les ressentiments de la femme. Pour ma part, me remémorant le temps où mon époque, Sodé, exerçait encore sous le nom de Sodéco, elle était alors dans la plénitude de ses 23 ou 24 ans. Remarquant sa petite taille et sa chair rebondie, je saisis l'occasion pour la faire demeurer la nuit, sans lui laisser le loisir de refuser. Si je me rappelle comment se passa cette rencontre, la femme dénoua d'abord sa ceinture, ne gardant qu'une simple chemise de corps, un agajuban, et resserra fermement l'extrémité de son écharpe de dessous, elle idatmaki, avant de glisser dans le lit. Sa posture semblait dire que cet office d'une nuit était une nécessité inhérente à sa condition flottante, et elle maintenait même les pans de sa chemise étroitement croisés. Voyant que cette femme était fort rompue au métier, qu'elle en connaissait les manières et savait feindre le refus, je me dis que si je parvenais à lui faire rompre ses digues, le plaisir en serait doublé. C'est pourquoi je me gardai de porter la main sur elle, affectant d'être un client des plus détachés. Je tins des propos sans importance, et mesurant le moment, j'avançai légèrement une jambe vers elle, feignant le geste de me redresser. Sodéco, devinant mon intention et désireuse d'accomplir son devoir au plus vite pour en être quitte, s'apprêta aussitôt à recevoir mon assaut. J'arborai alors l'expression d'un homme qui s'acquitte simplement de son rôle de client, et me laissai aller à sa guise. Toutefois, je n'unis point mes lèvres aux siennes et ne l'étreignis pas profondément. Conservant la posture ordinaire de la nature, je pratiquai de calmes va-et-vient, jaugeant sans précipitation et sans commettre le moindre oubli la perfection de son organe, le grain de sa peau et la plénitude de ses formes, sans que la femme se doutât le moins du monde de mon examen. C'était là mon dessein secret. Ne point brusquer les choses au début, laisser la femme baisser sa garde en feignant la détachement, puis, au milieu de la nuit, déployer peu à peu mes artifices. À vrai dire, à moins d'un dégoût mortel, aucune femme ne consentirait à rejoindre un lit pour s'y refuser absolument. Les belles manières et les faux refus de l'artifice des geishas ne sont que pure façade. S'abstenir de tout emportement lors de la première nuit est une question d'honneur pour elle, mais lorsqu'elle se trouve prise au piège des ruses d'un libertin prompt aux métamorphoses, agile à saisir l'occasion, elles s'aperçoivent trop tard, malgré leur résistance, que le plaisir s'est emparé d'elles. La luxure, par nature, est plus ardente chez la femme que chez l'homme. Dès que le plaisir commence à poindre, balayant toute honte, peu importe que l'homme leur plaise ou leur répugne, elles s'agrippent à lui éperdument, le souffle brûlant comme le feu, exhalant des gémissements larmoyants. Encore, encore, un peu plus. Il n'est pas rare de les entendre ainsi implorer. Alors, la chemise de corps, le jupon, tout est abandonné au bon vouloir de l'homme. Plus on les bouscule, plus on varie les postures jusqu'à leur faire perdre la tête, et plus elles jubilent. Au diable la coiffure si soigneusement apprêtée. Rien ne saurait arrêter cette fureur extatique avant qu'elle n'ait épuisé les dernières forces de leurs membres alanguis. Un amant aux reins fragiles en viendrait à regretter d'avoir engagé une telle joute, au moment fatal où elle s'écrie « Ah, je meurs !» Il paraît même que certains s'en sont vus mordre la langue jusqu'au sang pour avoir cherché à baiser sa bouche. Quant à Sodéco, tandis que mes doigts s'affairaient à la troubler, ses hanches s'agitaient par intervalles et son souffle se faisait de plus en plus saccadé. La force avec laquelle ses bras m'étreignaient n'avait plus rien à voir avec celle du début. Reconnaissant là les signes certains d'une ardeur désormais sincère, je me redressai d'un mouvement vif, tout en restant en elle, pour reprendre la posture originelle du coït. Je menai alors 4 ou 6 assauts profonds et réguliers. La courtisane renversa la tête de côté, puis, écartant les cuisses de toute son étendue, elle arc-bouta ses jambes, cherchant d'elle-même à guider mon membre au plus profond de sa matrice. À ce point, je savais que sa volonté m'appartenait tout entière. Pourtant, par excès de prudence, je me gardai de baiser ses lèvres. J'accélérai seulement le mouvement des hanches pour observer ses réactions. Soudain, sa tête glissa du oreiller qu'elle laissa choir sans même chercher à le repositionner. Le sort en était jeté. Tout en poursuivant mon œuvre, je redressai le buste, écartai prestement des 2 mains les pans de sa chemise pour exposer sa poitrine, et de la pulpe du pouce, je me mis à châtier son bouton de rose. Sodéco, succombant à l'excès de la volupté, tressaillit de tout son long et laissa échapper un cri aigu. Prenant aussitôt conscience de son exclamation, elle se voila le visage de sa manche. Pour ma part, conservant toute ma sérénité, je dénouai sans tas de sa ceinture d'intérieur, écartai son jupon de crêpe écarlate, et contemplai sa nudité d'une blancheur de neige, opulente et ferme depuis les seins jusqu'au bas-ventre, que la lampe électrique suspendue au-dessus de nous éclairait sans ombre. Rejetant mon propre yukata, je me mis nu à mon tour. Lui soulevant les jambes par les cuisses pour la cambrer légèrement vers moi, je goûtais le plaisir indicible de mener mes va-et-vient sous mes propres yeux. Sentant que je touchais moi-même à mes limites, je changeai de tactique. Me plaçant au-dessus d'elle, je limitais la profondeur de mes assauts pour concentrer tout le travail sur mon pouce. La femme frémissait, s'offrait par des mouvements réflexes, mordait la manche de sa chemise et gémissait d'une voix étouffée, comme si elle fondait en larmes. Nos chairs étaient si intimement unies,
Ses seins pressés contre ma poitrine me causaient un tel chatouillement, et son antre était devenu si brûlant qu'il me devenait impossible de retenir mon flux. Pourtant, me disant qu'un dernier effort la ferait peut-être mourir de plaisir, je retins mon souffle, avalai ma salive et tournai mes pensées vers d'autres objets, afin de lui offrir, au seuil du trépas, une extase redoublée avant de m'abandonner moi-même au dénouement. De mes deux mains, saisissant la femme sous les épaules, je la soulevai d'un coup vigoureux pour l'asseoir sur mes cuisses dans la posture du mortier de l'amour. Tout en la pénétrant par des poussées ascendantes, je harcelai de mon autre main son bouton secret, tandis que les doigts retenant sa croupe s'en allaient presser son anus, profitant de la moiteur lubrique qui coulait jusqu'à ses fesses pour y introduire de légers mouvements circulaires à chaque assaut. La malheureuse poussa un soupir de mourante, sanglotant éperdument. « Je viens, j'y vais, par pitié, faites ce que vous voulez. » Cette plainte miséricordieuse signifiait sans doute qu'elle m'implorait de lui épargner au moins l'un de ces 3 supplices simultanés. Ses cheveux s'éparpillaient dans le désordre de ses contorsions voluptueuses. Perdant à mon tour le contrôle, je me laissai renverser sur le dos. Elle se jeta alors sur moi, m'inondant coup sur coup d'un double flot d'eau lubrique en s'écriant « Ah, encore, j'y vais encore !» Lui ayant dispensé une telle somme de plaisir, je n'avais plus aucun regret, et je laissai s'épancher paisiblement mon propre fluide.